Bienvenue dans Next Episode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, soyons super, ou soyons fous, ou alors soyons les deux. Aujourd'hui, on parle de Légion, la série, pas le corps d'armée qui aime à chanter que tiens voilà du boudin. Une série située dans l'univers des X-Men, et donc pour en débattre, j'ai fait appel à Anaïs Phoenix-Bordage. Bonjour. Salut. Et Renan Le Fauve Cro. J'ai pris ce que je... voilà, non, forcément. Elle a le droit au Phoenix, moi j'ai le droit au Fauve. Moi je suis Magnéto, je suis tout le monde, je suis Mystique. Ok, alors je refais. Et Renan, Magnéto, Cro... Non, ça marche pas. Je suis désolée, ça ne marche pas. Avant d'en parler et de les entendre faire part de leur super pouvoir, l'info du jour. Et c'est parti pour une saison 3, et c'est pas parce que le tournage vient seulement de commencer qu'on ne peut pas communiquer. Get out of here, nerds. Une sorte de teaser dans lequel on voit des scénarios. Les différents comédiens de Stranger Things rassemblés pour travailler a été dévoilé par Netflix. Bah oui, on peut annoncer un début de tournage, tout à fait, on fait ce qu'on veut. Une saison 3 attendue pour 2019, et ce qu'on en sait, je cite, c'est que Will aura un peu de répit, on en est content, mais que Hawkins sera quand même en danger. La saison se déroulera en 85, soit un an après la précédente. Donc on aura droit à des ados en bouillonnement hormonal, mais prêts à affronter le danger. Perso, j'attends le retour du duo Steve et Dustin. Ah bah ouais. Moi j'ai même pas fini la saison 2, je t'avoue que ça m'intéresse plus du tout. Donc, mais Dustin et Steve, on les aime. Mais on adore Stranger Things, c'est vraiment la saison 2 a prouvé enfin que la saison 1 était un brouillon et que la saison 2 était vraiment ce que les frères Duffer voulaient faire. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire pour une troisième saison. Tout simplement parce que j'ai l'impression que chaque année ils vont remettre en cause leur série, retravailler sur leurs références, progresser avec leurs personnages. Peut-être qu'à la saison 10 ils arriveront à une saison parfaite, tant mieux. Le mec qui fait comme s'il allait faire un compliment, mais qui en fait saccage complètement la série. C'est pour ça que je suis inattendu dans la vie. Ouais, c'est vrai que c'est très inattendu, comme ce teaser pour annoncer que la série est pas faite, mais que bon bah c'est en cours. Dans la première saison de Légion, nous suivions David Haller, jeune homme trimballé depuis l'enfance d'institution psy en institution psy, mais en fait, s'il entend des voix, c'est peut-être pas parce qu'il est fou, mais tout simplement parce qu'il est le fils de Charles Xavier. Et grâce à mes pouvoirs de télékinésie, je lance la bande-annonce de la saison 2, diffusée sur OCS Max. What's the last thing you remember? David? Hello? Hey, this time. What are you hiding? Move left. Yaka. Can we go home now? Where you been? No! What are you hiding? I remembered trees and dancing. We'll talk later. Faut-il être aussi concentré pour suivre cette saison 2 que pour suivre la première saison? Qui s'y colle, Anaïs ou Renan? Oui. Anaïs. La réponse oui. est oui. Oui, c'est comme la saison 1, c'est-à-dire que tu regardes la série et pendant toute la saison, tu te dis hein? Pendant à peu près tout l'épisode, mais bon, c'est pas grave, faut se laisser porter, en fait, faut accepter le fait que tout n'apparaîtra pas clairement dès le début, mais non, je pense que la saison 2 a beaucoup de potentiel. J'ai l'impression que après le thème santé mentale de la saison 1, avec donc David qui était possédé par un démon. David, oui, c'est ça. Oui, possédé par un démon et qui donc pensait qu'il avait de gros soucis de santé mentale. La saison 2, j'ai l'impression que c'est vraiment basé sur le trauma, quoi. C'est comment il va gérer d'avoir été possédé pendant des années. Mais il y a aussi le trauma de Mélanie qui a retrouvé son mari, l'amour de sa vie, pour le perdre tout de suite après. Il y a vraiment plein de personnages en fait qui sont complètement traumatisés dès le début de la saison 2, donc je pense que ça va être assez intéressant et assez dark. Il y a quelques semaines, on parlait ensemble de Westworld, et j'ai l'impression que Légion et Westworld sont vraiment les faces opposées d'une même apogée de la série, c'est-à-dire c'est d'une super production, visuellement c'est quand même dingue, Légion, et en fait c'est marrant, c'est que l'un est dans le minimalisme absolu, hyper Raphaël Enthoven, vous vous souvenez, qu'est-ce que la réalité, pourquoi, comment, suis-je un robot, tout ça. Pardon, mais t'as des contrats avec lui pour citer son nom. Voilà, c'est vrai. Je te mets des défis. Tu dois faire des émissions sans citer ni Raphaël Enthoven ni Shonda Rhimes.
Ok. Allez, vas-y, donc continue. c'est vraiment la série de Mazarine Pinjot, Westworld, c'est-à-dire vraiment où qu'est-ce que la réalité de vraiment la dissertation Ulm, quoi, ENS Ulm, un peu, voilà. Et Légion, c'est le sale gosse, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais en version punk, footrack. J'ai sniffé de la MD dans les soirées des années 90, et tout d'un coup, maintenant je me fais à faire de la série, c'est-à-dire que d'un côté les intellos à l'ENS, et puis de l'autre côté les gens qui étaient au Rex Club à peu près. Et ben c'est ça en fait Légion. Et donc on n'y comprend rien dans les deux, clairement, mais il y en a une où j'ai un peu plus envie de faire la fête, c'est-à-dire que quand je regarde Légion, je me jette dedans, je comprends rien, ça danse, ça chante, ça se tape, ça devient fou, mais il se passe un truc. C'est-à-dire qu'il y a un truc très très généreux, trop généreux. On est bien d'accord qu'à un moment, globalement, les types sont en roue libre, sont en toupie. C'est-à-dire qu'ils font une série en toupie. Soit t'acceptes de rentrer dans la toupie, donc tout d'un coup c'est un peu rigolo à regarder. On peut aussi trouver ça vraiment n'importe quoi. Après, ce que je trouve assez chouette dans ce début de saison 2, c'est qu'effectivement, il resserre un peu plus sur les personnages et qu'il y a aussi un truc beaucoup plus choral. Il y a un truc un peu de contamination, c'est-à-dire que la première saison était quand même très centrée sur la folie du personnage, la schizophrénie, très David Fincher. Ouais, mais ce qui était déjà très gonflé en fait, je trouve en mode de narration, d'être guidé par une personne dont on ne sait pas trop si tous les fils se touchent. Dans sa tête, quasiment. C'est ça, donc c'est très, c'est assez gonflé quand même. Il y avait un côté Fight Club, un peu de David Fincher. Un peu Memento, moi je trouve. Ouais, voilà, c'est ça, les effets puzzle. Bien, on n'a qu'à dire des films génial. Un jeu. Et en fait, la saison 2, j'ai l'impression que c'est presque plus un film de contamination, de collectif, effectivement, de trauma. C'est qu'on a l'impression que c'est l'après, en fait. Qu'est-ce qui se passe après? De zombies, limite, dans cet épisode de contamination où ça se répand dans toute la division. Enfin, ça fait vraiment film de zombies, je trouve. Et on a l'impression, surtout, et ça, c'est vraiment un vrai plaisir, c'est de ne pas savoir où va la série. C'est quand même très rare aujourd'hui à la télévision où on a quand même des projets et des objets qui sont extrêmement calibrés. Là, vraiment, à chaque fois que vous allumez un épisode, il y a deux séries comme ça, il y a Atlanta et Légion. C'est-à-dire Twin Peaks, The Return. Voilà, oui, mais là... En parlant de cette saison de Légion avec notre camarade Romain Burel, je vais me permettre de le citer, il trouve qu'il y a un petit côté Twin Peaks pour jeune génération, en fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi Twin Peaks à l'époque, il y a quelque chose de... Sauf que Twin Peaks... Je le dis sûrement moins bien que Romain, mais je m'en fous, on m'en voudra pas. Oui, c'est plus joli à regarder. Et il n'est pas là. Mais il y a vraiment quelque chose dans Twin Peaks qui était quand même un peu un télo et qui était quand même un peu dans la retenue. Là, il y a vraiment un côté punk, c'est-à-dire qu'on sent que Noah Hawley, il s'amuse à faire une sorte de remix, à tout remixer. C'est un formaliste en fait, c'est un pur formaliste. Il vient du clip, il travaille avec ça, il a retravaillé sur Fargo. Enfin, on sent vraiment que ce type, il est là pour foutre un coup de pied dans la pop culture et il le fait très très bien. Je trouvais que Twin Peaks, c'est plus Twin Peaks saison 3 que Twin Peaks 1 et 2. Oui, c'est ce que je disais, c'est The Return, parce que dans les deux premières saisons, il y avait aussi une espèce de parodie des soaps, mais qui en même temps fonctionnait très bien parce qu'on avait envie de savoir qui allait sortir avec qui a pas du tout dans Légion, qui pour le coup se débarrasse de toute convention en fait, donc il y a même pas de soap, il y a rien du tout quoi, c'est vraiment du pur trip pendant 2 saisons quoi. C'est la série de Gaspard Noé en fait, c'est-à-dire que Gaspard Noé avec moins de sperme en 3D. Mais c'est ça qui manque, je cherchais un ingrédient. Ce qui est plutôt mieux. Moi ça me manque. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on sent bien que toute cette génération de clippers, en fait, c'est la série dont qu'ils auraient rêvé faire. Fincher, Jones, tous ces gens-là des années 90-2000. Aujourd'hui, ils basculent dans la télévision grâce à Noah Hawley. Et puis, c'est un trip, quoi. C'est vraiment une série trip. Ok, pied dans le plat tout de suite. On est d'accord que à la longue, c'est un peu fatigant quand même, non? C'est comme un trip, c'est comme une soirée. C'est plus fatigant au début qu'à la fin, en fait. Ça m'avait fait ça pour la première saison. Voilà, au début, t'es vraiment désorienté et du coup, ça fait mal à la tête. Faut avoir du Doliprane. Par contre, plus on avance dans la série, plus déjà on commence à comprendre où ils veulent en venir. Et puis il y a quand même un climax juste dans l'action. Donc vraiment, cet épisode dans la saison 1, je me souviens plus lequel c'est, où il y a cette espèce de symphonie où ils sont tous bloqués dans un même moment et ils essayent de s'en sortir. C'était complètement barré, mais au moins on comprenait ce qui était en train de se passer. Et j'attends ce moment-là dans la saison 2 aussi, quoi, où en fait toutes les actions vont converger et on va un peu plus comprendre ce qu'il essaye de dire, quoi. Et puis on sentait dans la saison 1 qu'il y avait des morceaux de bravoure qui comme ça soulevaient la série, c'est-à-dire que c'était n'importe quoi jusqu'à un moment où le n'importe quoi prenait une sorte de... C'est presque une série abstraite, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est des formalistes, c'est qu'ils manipulent le langage de l'abstraction cinématographique et l'idée c'est de faire en sorte que le public la comprenne. Et moi je trouve ça plutôt brillant et surtout, quel plaisir de voir une série où je ne sais jamais ce qui va se passer quand j'allume ma télévision. Oui, mais c'est parce que t'es pas malin non plus, pas non plus mentir aux gens qui nous écoutent. Dan Stevens dit de Légion que, je cite, c'est une série de super-héros pour les gens qui n'aiment pas les super-héros. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Moi, ça aurait tendance à me rendre un peu chagrine, ce genre de déclaration. Mais bon, après. Ouais. Moi, j'aime les super-héros. Hein, ouais, moi aussi, j'aime plutôt les super-héros. Après, je pense qu'effectivement, on n'y trouve aucune convention classique de films ou de séries de super-héros. Clairement, si on s'attend à voir un autre Daredevil, comme on en parlait tout à l'heure, c'est clairement pas le cas. Donc, on pourrait dire, enfin, en tout cas, c'est pas un prérequis d'aimer les trucs de super-héros pour regarder Légion, quoi. Mais moi, j'y suis allée pour Noah Hawley principalement parce que je l'adore. Donc, je pense que c'est plus ça le prérequis, même si ça reste très différent de d'autres trucs qu'il a fait. Mais si on aime vraiment les trucs juste sublimes visuellement, avec une écriture un peu originale. Ouais, et puis en plus, normalement, c'est relié à des comics, hein, c'est ça, aux X-Men. C'est X-Men ? Ouais, c'est X-Men, et en même temps, alors je pense que c'est en ça qu'il dit ça, c'est-à-dire que le public qui vient chercher l'adaptation des comics X-Men, je pense qu'il doit être un peu largué, parce que vraiment Noah Hawley en fait une version auteur, c'est-à-dire qu'il reprend le principe, et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire d'un super-héros qui est un peu schizo, donc on va raconter une série un peu schizo. Donc effectivement, si on s'attend à l'archétype du super-héros aujourd'hui qui est Marvel, hein, c'est-à-dire le héros, la quotidienneté, tout ça, il y a pas ça. Mais en même temps, ça change et ça produit quelque chose. Situe aussi dans l'univers des X-Men, qui est encore un truc à part, moi je trouve, dans l'univers des super-héros, où même les films sont pas tous bas du front, ils sont pas que action, il y a un côté casser des gueules. Il y a quand même toujours il y a un côté un peu camp aussi dans les X-Men, c'est-à-dire c'est quand même des mecs habillés peints en bleu, enfin il y a un truc moins naturaliste avec des gros guillemets que Marvel, où ils veulent nous faire croire que Thor mange des chips à côté de toi. Là dans les X-Men, il y a quand même un truc où ces personnages sont hors normes, et donc il faut une série hors norme. Quand tu dis Marvel, c'est tu fais la différence entre les Marvel Disney et les Marvel voilà. Les Marvel X-Men. Fox, exactement. Et on voit bien d'ailleurs que Légion vraiment s'adresse, à mon avis, et c'est peut-être la limite de la série, à un public, le même public que Twin Peaks, qui vient chercher une expérience. Ouais, je suis pas sûr que les ados ou le spectateur occasionnel soient en kiff absolu, ou alors au contraire, peut-être que tant mieux, c'est la première étape vers des recherches esthétiques, et l'idée que la série télévisée, c'est aussi une expérience esthétique. Ouais. Si vous êtes ado et que vous vous sentez insulté par cette remarque de Renan, oui, j'allais dire, il y a que vous êtes pas malin, on va vous laisser l'adresse de. Non, mais je disais les ados en général. Moi, j'en fréquente pas mal, non pas parce que je fais la sortie des écoles, mais parce que je suis enseignant, et je suis pas sûr que ce soit ce qui les éclate. Quand je dis les ados, c'est-à-dire les 12-13 ans, je suis pas sûr que le spectateur occasionnel ait envie de voir ça. Mais si vous avez envie de me condamner au tribunal, eh bien je vous attendrai, messieurs les avocats. Qui s'exprime comme Lalanne maintenant. On est passé de professeur. Non, pas Jean-Marc Lalanne, non, pas du tout. Le Francis Lalanne. Désolé Jean-Marc. Tout à fait. Bon, petit aparté, mais pas vraiment. On est toujours content de voir Aubrey Plaza dans une série. Oh là là. Oui. Tellement. Bah voilà, tellement, c'est ça. Hein. Et alors, j'étais un peu inquiète parce qu'elle a quand même perdu de sa superbe au début de la saison 2, mais je sens qu'elle va quand même réussir à nous faire kiffer encore. Mais oui, c'était clairement pour moi le meilleur personnage de la saison 1 et la meilleure performance de la saison 1. Dan Stevens, si tu nous écoutes. Mais dis ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu lui trouves un déficit de charisme. Écoute, ça peut arriver. Je le trouve pas très charismatique. Peut-être que ça fonctionne bien avec ce personnage-là qui est un peu déboussolé, quoi. Mais il m'énerve. J'ai pas envie de m'intéresser à lui. Je trouve que il me fait aucun effet, quoi. C'est pas lui qui jouait la bête dans La Belle et la Bête? Si. Ah, c'est pour ça. Il était mieux caché en fait. Il était mieux sous. Non mais c'est vrai, il a un truc de. Mais quelle Belle et la Bête? Je pense que c'est un peu le film, tu veux dire? Le film, ouais. Oui. Okay. Je pense que c'est le Guillaume Canet américain, c'est-à-dire que on le trouve sympa, mais non, pas... mais le problème en fait, c'est qu'il est pas américain et en fait, il était dans Downton Abbey où il jouait Matthew Crowley, machin, et donc où il s'est fait tuer pour pouvoir avoir une carrière à Hollywood. Et en fait, je trouve que il aurait mieux fait de rester vivant dans Downton Abbey. En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être à cause de l'accent que du coup, il y a comme une espèce de barrière à sa performance. Je trouve qu'il est tout le temps qu'à moitié dans tout ce qu'il fait. Il a jamais l'air soit assez fou, mais soit assez intense. Il manque de second degré en fait. Il manque de second degré dans son jeu. C'est un peu. Ouais, en même temps, c'est ce qui rend la série assez fascinante, c'est qu'on a l'impression que c'est des événements qui lui arrivent comme nous et qu'il comprend pas exactement comme nous ce qui se passe. Après, et puis en plus, le second degré, c'est vraiment maintenant ce qui est reproché à toutes les productions Marvel. Bien sûr. Qui en est pas tant que ça. Après, je trouve que là, dans la saison 2, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'humour que dans la saison 1 et que justement lui il est pas trop mauvais pour faire ça justement parce que c'est un peu à contre-courant et donc en fait il y a ces petites scènes où il sort un peu il fait des petits commentaires méta genre ah ouais tu veux vraiment que genre je parle à un ordinateur dans la conscience de machin et là en fait ces moments-là je trouve qu'il les réussit plutôt bien, c'est les seuls moments où je m'attache un peu à lui quoi. Aubrey Plaza c'est vraiment on l'adore, elle est géniale et tout mais le syndrome de la série on frôle un peu l'excès de cool parfois, c'est-à-dire qu'on sent que la série c'est un peu la formule, il cherche un peu le cool absolu. On se souvient de cette scène où
dans le premier épisode sur Couleur Café de Gainsbourg. On met de la chanson française un peu, c'est un peu cool. Franchement, je serais pas étonné que Greta Gerwig à un moment fasse une guest qui est voilà. Je n'aurais aucun problème avec la présence de Greta Gerwig. Moi non plus, mais on serait un peu, on est un peu quand même, on va le dire. Des pulls avec des renards dessus. Des pulls avec des renards, exactement. Des moustaches ironiques, des trucs. Et le look de la série très anachronique, mais un peu 60s machin, joue vachement là-dedans. Il y a John Hamm qui est donc maintenant, c'est vraiment un peu la brigade du cool, quoi. Après, la brigade du cool, on peut en avoir marre aussi. C'est un peu la limite de la série, c'est que c'est vraiment une série. On frôle parfois la série Instagram. C'est-à-dire qu'on a un peu envie de s'arrêter, de faire c'est trop beau, c'est trop cool. Après, il l'assume très très bien parce qu'il joue justement sur le cool comme une sorte de déraison de l'univers. Ouais, et puis c'est tellement beau à regarder qu'on leur pardonne un peu, quoi. Mais ça donne quand même un peu l'impression que aujourd'hui, une série de super-héros qui se démarque, c'est une série où les super-héros sont quand même très très loin des actes héroïques en fait, de plus en plus. Ouais, mais je trouve que c'est quand même assez en phase avec la tendance au ciné aussi, où en fait il y a toute cette déconstruction du super-héros, où on a des super-héros qui sont dépressifs, qui doivent faire face aux vrais dégâts qu'ils causent quand ils font des bastons géantes à New York, et qu'en fait il y a plein de gens qui meurent à cause de ça. J'ai l'impression que c'est depuis The Dark Knight, quoi, mais il y a une vision beaucoup plus sombre et qui se veut réaliste du super-héros, où en fait n'importe quelle personne avec ce genre de pouvoir serait dépressive ou schizophrène, quoi. Donc j'ai l'impression que ça reste dans cette tendance quand même. Et puis là, l'idée de Noah Hawley, c'est le super-héros, en fait c'est presque la mise en scène plus que les personnages, c'est-à-dire que c'est de faire de la série de super-héros une expérience esthétique, c'est-à-dire d'avoir des personnages hors du commun et donc une mise en scène hors du commun. Et en ça, quelque part, je vais me faire huer, mais il se rapproche presque des Batman de Joel Schumacher, qui étaient des espèces de trucs. Arrêtez de me jeter des trucs. L'esthétique était tellement camp, tellement kitsch. Il y avait tellement une sorte de côté BD, un peu mauvais goût, qui reprend là. Tu veux parler du costume de Batman avec les tétons incorporés, évidemment. Mais il pourrait y avoir un truc comme ça dans Légion. Et ça, sauf qu'il le fait avec du mauvais goût plutôt intéressant. C'est-à-dire que le problème de Schumacher, c'est que c'était du mauvais goût années 90, et donc au bout d'un moment, aujourd'hui, ça pique un peu les yeux. Mais là, on est sur du mauvais goût cool, on l'a dit. Ouais, du mauvais goût cool. Et donc là, hipster. tout d'un coup, ça devient un peu excitant à regarder. Après, vraiment, moi, la question que je me pose, c'est que cette saison 2, je trouve qu'elle part plutôt bien et qu'elle est plutôt intéressante. Moi, j'avais vraiment des doutes pour savoir s'ils pouvaient renouveler leur expérience. Et tant que la série réussira à nous surprendre, elle sera intéressante. Le jour où elle n'aura plus de surprise, elle s'effondrera d'elle-même. Pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, non, je trouve que ce qui est pas mal et qu'ils font, comme tu disais, dans la saison 2, qu'ils ne faisaient pas dans la saison 1, c'est le développement vraiment beaucoup plus crucial des personnages, et notamment dans l'épisode où on voit tout le passé de Sid. C'est vraiment un truc qui me manquait dans la saison 1, c'était qu'on n'arrivait pas trop à savoir qui étaient ces gens, quoi, au final. Et là, à l'expliquer avec un twist de scénario, avec un jeu où ils jouaient sur l'abstraction de ce qu'on voyait. Et là, ils sont obligés de mettre les mains dans, je vais dire les mains dans les personnages, mais c'est vraiment dégueulasse, les mains dans le cambouis. Jeff Panaclock. Il manque Jeff Panaclock dans cette série, c'est vrai. Mais oui, non, enfin, en tout cas, c'est vraiment ça que j'apprécie pour l'instant dans cette nouvelle saison, c'est qu'ils vont plus loin pour creuser ces personnages-là, et donc, comme je disais, de vraiment explorer leur trauma. La première saison, c'était le bordel, parce que c'était le bordel dans la tête de David, et en fait, maintenant que ça c'est réglé, c'est quoi l'étape d'après? C'est le PTSD, en fait, quoi. C'est comment on gère tout ce qui s'est passé dans la saison 1. Pour l'instant, je trouve qu'ils le réussissent plutôt bien. Oui, et puis on peut pas complètement dire du mal d'une série dans laquelle un des personnages s'appelle Syd Barrett. Quand même, ça, précisons-le, c'est quand même un des highlights de cette série. Si je vous demande une recommandation, qu'elle soit super-héroïque ou s'approchant peut-être de la mise en scène. Moi, une série qui est tout aussi cinglée et qui est un peu passée inaperçue, même si c'est vraiment une série assez géniale, The Magicians, qui est diffusée sur Sci-Fi. Et la 3e saison vient d'être diffusée, elle arrive le 15 mai sur Sci-Fi France. Et c'est un truc, vraiment au départ, moi j'y allais un peu à reculons. Et la première saison, c'est une sorte d'Harry Potter. On nous explique qu'il y a des magiciens, ils rentrent dans une école et tout. Et tout d'un coup, ça parle d'orgie, d'homosexualité, de lapins qui copulent, de trucs. C'est complètement fou. C'est complètement fou, et surtout c'est de plus en plus fou, de plus en plus trash, de plus en plus surprenant. Il y a des histoires en parallèle, on découvre qu'il y a des boucles dans le temps et tout. C'est vraiment génial à regarder. Et la saison 2 est sortie enfin en Blu-ray en France. La saison 3 arrive le 15 mai sur Sci-Fi. C'est vraiment très très chouette, The Magicians. Mais il n'y a pas Daniel Radcliffe. Non, et on est content. Et c'est tant mieux. Ouais. Et il y a ce petit acteur que j'adore qui s'appelle Jason Ralph, qui est un petit chouchou et qui joue un Harry Potter, mais un Harry Potter à qui les personnages mettent des claques. Et ça, c'est cool.
Quelle horreur. Écoutez le professeur. Je vais peut-être m'y mettre, hein, ça a l'air sympa. Anaïs. Moi, je voulais recommander une série tout aussi sombre que Légion, avec un peu de supernaturel dedans aussi. Et c'est The Terror, qui est une série british qui est sur Amazon Prime. Et donc, ça raconte l'histoire d'une expédition. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une expédition de marins au 19e siècle qui sont partis explorer l'Arctique et qui se sont retrouvés bloqués par la glace. La mer a gelé autour d'eux et donc ils ne pouvaient plus bouger. Ils avaient que quelques années de provisions. Et donc, en fait, ils deviennent tous fous, cannibales, violents, alcooliques. Il y en a qui se font découper des doigts de pied à la pince parce qu'ils ont gelé, parce qu'il fait très très froid. Il y a certaines présence un peu surnaturelle dont ils n'arrivent pas trop à comprendre l'origine, mais qui vient un peu troubler tout ça. Le gore est incroyable, vraiment. Si vous aimez le gore, c'est clairement c'est génial. Le casting est génial aussi, et il y a des scènes de violence qui sont vraiment mémorables, moi qui vont me donner des cauchemars pendant encore très longtemps. Mais si vous aimez ça, écoute, moi j'aime bien Twin Peaks The Return, j'aime bien les cauchemars, j'aime bien les trucs qui font un peu peur et j'aime tout ce qui est les orteils congelés. Voilà, exactement. S'il y a du sang et des gens qui se font couper les membres, etc., j'adore. Donc si vous aimez les trucs un peu glauques, un peu sombres et en même temps un peu historiques, parce que c'est une vraie expédition qui a eu lieu et donc on les a jamais retrouvés. Donc en gros, la série ils sont tous mangés, de toute façon. Voilà, c'est ça. Ils attendent encore et là, tout d'un coup. Voilà. Mais en tout cas, du coup, la série improvise un peu sur ce qui a pu se passer avec les quelques données qu'on a aujourd'hui sur ce qui s'est produit, les infections, les maladies, etc. La réalisation en fait est vraiment très 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 surprenante. Donc c'est pour ça que ça me rappelle Légion aussi. Il y a notamment toutes les scènes de vraie violence, quoi. Les 3-4 scènes les plus violentes de la série sont filmées en caméra subjective en fait. Et donc on est complètement désorienté. Il y a un mec qui se fait tirer la jambe par un ours. On le ressent comme si on se faisait tirer la jambe par un ours, quoi. C'est vraiment très déstabilisant. J'avais jamais vu ça filmé d'une telle manière et c'est vraiment cool et terrifiant. Donc si vous voulez avoir peur, regardez The Terror. Et un poil moins terrifiant, je rappelle la saison 2 de Légion, c'est sur OCS Max. Merci beaucoup Renan Cros. Mais de rien Charline. Merci beaucoup Anaïs Bordage. Next épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain, même heure. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.